Nous sommes actuellement une cinquantaine de personnes connectées. J'espère que d'autres participants auront l'opportunité de nous rejoindre au cours du webinaire. Au nom de toute l'équipe Doctolib, merci pour votre temps ce midi. Nous sommes donc ici réunis pour échanger sur le thème « Comment relancer les consultations externes à l'hôpital post-confinement ». Je me présente, je m'appelle Judith, je travaille chez Doctolib et je vous accompagnerai tout au long de ce webinaire avec nos intervenants. En effet, nous avons le plaisir d'être accompagnés de Michael Debloch, directeur du système d'information au CHR de Metz-Thionville, un hôpital public de dimension universitaire situé dans une région très rapidement et fortement touchée par le Covid-19. Et M. Yannick Lebert, directeur de la qualité et de la performance de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, un ESPIC parisien reconnu pour son excellence dans la prise en charge des pathologies de la tête et du cou. Nos deux intervenants donneront leur vision du sujet sous un format d'interview et répondront également à vos questions. Ils ont accepté de partager humblement les expériences vécues et les organisations mises en place dans leurs hôpitaux. Elles diffèrent potentiellement des vôtres, mais nous pensons que le partage d'expériences est riche et peut faire naître de nouvelles idées. Une nouvelle fois, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Maric Philibert, qui est directeur des déploiements de Doctolib dans les hôpitaux, partagera des éléments d'introduction et présentera certaines des solutions Doctolib pour vous accompagner. Bienvenue à tous et merci à tous les trois. Pendant 1 heure, nous échangerons autour de 3 thèmes. Le premier thème sera l'impact de la crise sur les consultations externes à l'hôpital. Le deuxième thème sera les stratégies mises en place pour une reprise maîtrisée. Et enfin, nous présenterons les solutions Doctolib pour vous accompagner. Tout au long de ce webinaire, vous pourrez nous poser vos questions en temps réel sur la plateforme Zoom en cliquant sur l'onglet Q&R qui apparaît sur l'écran. Et je m'occuperai de relayer ces questions après chaque grand thème. Nous partagerons les questions les plus posées. Je laisse donc la parole à Maric pour une petite introduction, puis à nos deux intervenants pour ce premier thème sur le bilan de la crise sur l'activité des hôpitaux. Merci Judith et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, je souhaiterais d'abord partager la gratitude des Doctolibers pour vous, professionnels des hôpitaux qui assistez aujourd'hui à ce webinaire, à 2 titres. Déjà en tant que citoyens que nous sommes tous, parce que vous avez bataillé admirablement en première ligne et nous sommes nombreux à avoir des proches qui ont bénéficié de votre mobilisation dans des conditions particulièrement complexes. Merci pour cela. Et puis merci aussi en tant que professionnels que nous sommes travaillant au service des acteurs de la santé, parce que vous nous avez motivés plus que jamais pour réaliser notre mission, qui est de contribuer à créer les cabinets et les hôpitaux du futur. Merci sincèrement pour votre confiance dans nos solutions innovantes et dans notre méthode, qui est de tester rapidement et améliorer au fil de l'usage. Et parmi les innovations que nous avons installées, toutes bénévolement dans cette période, retenons par exemple la possibilité offerte à une quinzaine de centres d'appel de SAMU débordés de prendre rendez-vous en ville en un clic pour des appelants qui avaient besoin de soins mais qui ne justifiaient pas l'envoi d'une ambulance. Retenons aussi l'installation de notre agenda connecté dans des dizaines de centres ou unités de dépistage Covid et ou encore la consultation vidéo dont on aura l'occasion de reparler ici avec nos intervenants. Michael et Yannick qui interviennent aujourd'hui représentent 2 établissements très différents, partenaires de Doctolib depuis des années et que nous avons essayé d'accompagner au mieux durant cette crise. Cela malgré l'impossibilité de déployer 100% de nos services. En effet, leurs 2 hôpitaux sont équipés du même dossier et patient informatisé qui est DXCare et sur lequel nous avons encore des progrès à faire dans l'intégration entre Doctolib et celui-ci. Or, en matière d'innovation, interopérabilité, c'est aussi important que conduite du changement auquel nous croyons vraiment. Donc, nous y travaillons pour arriver après la crise au niveau des interfaces standardisées que nous avons avec toutes les autres solutions du marché et qui permettent la meilleure utilisation possible de l'agenda Doctolib. Je vous propose de revenir au cœur de notre sujet et de repartir au début de la crise Covid. Chez Doctolib, on a noté dès les premiers jours du confinement que les consultations externes avaient chuté de moins 65% chez nos hôpitaux partenaires, alors même qu'elles sont clés pour la qualité du suivi des patients après hospitalisation et pour l'attractivité ou l'activité d'un établissement à moyen terme.
les hôpitaux ont pris totalement la main sur ce secteur et ont par exemple limité la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Immédiatement, ils ont souhaité bénéficier de la consultation vidéo pour assurer de l'ordre de 20 à 40% des consultations de suivi pour des patients qui, dès lors, ne se déplaçaient plus dans les établissements. La solution Doctolib, inclue dans notre agenda connecté, était conçue initialement pour la médecine de ville. Nos ingénieurs l'ont donc adaptée en quelques jours, par exemple en ne demandant plus aux patients de rentrer les informations de leur carte bancaire puisqu'ils ne seraient pas facturés après, totalement en tiers payant. Nos consultants experts des hôpitaux l'ont déployé avec vous en 3 semaines à distance dans 70 établissements et pour plus de 2000 praticiens. Et ils ont depuis, ces experts été totalement mobilisés pour vous accompagner dans ce nouvel usage et suggérer des enrichissements à nos développeurs. On est ainsi passé ensemble de 0 consultation vidéo à l'hôpital à 50 000, soit 50 000 déplacements ou renoncements aux soins qui ont été évités. Et c'est un motif de fierté pour nous tous. Passé cette entrée en matière, je vous propose d'écouter tout de suite nos intervenants, en commençant par vous, Mickaël Debloch. Mickaël, j'ai 3 questions en une pour vous finalement. Quel a été l'impact de la crise Covid sur les consultations externes au CHR Metz-Thionville? Quels risques avez-vous alors identifiés? Et puis, quelles solutions avez-vous mises en place au cœur de la crise? Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je voulais vous remercier aussi d'avoir organisé ce retour d'expérience parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses autour de la téléconsultation et puis de l'activité hospitalière passée et à venir. Et comme vous l'avez bien souligné en soulignant justement la différence entre vos 2 intervenants, il y a beaucoup d'hôpitaux en France, beaucoup de contextes différents et c'est important aussi de témoigner sur ce qui a pu se passer dans des GHT où la situation, je ne vous le cacherai pas, a été assez terrible. Donc, en plus d'être le DSI du CHR Metz-Thionville, je suis le DSI du GHT Lorraine Nord, donc je vais aussi vous parler de notre expérience à l'échelle du GHT. Je le dis souvent en souriant, mais parce que ça parle à tout le monde. Ce qu'on a vécu au tout début de la crise, il y a 8 semaines, c'était un peu Indépendance Day. C'est une espèce de débâcle total. On est submergé sur tous les fronts. Vous savez qu'on a eu des dizaines de milliers de cas et des centaines de morts. On doit complètement revoir l'organisation de l'hôpital. Ça veut dire effectivement du jour au lendemain arrêter toutes les consultations. Donc, je salue au passage, et j'y reviendrai, le fait que 450 de nos agendas médicaux sont gérés dans Doctolib et que nous avons apprécié qu'en quelques minutes, vous soyez en capacité d'arrêter justement nos consultations, nos prises de rendez-vous en ligne. C'est aussi la mise en place du télétravail. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand vous devez passer 800 personnes en télétravail du jour au lendemain, c'est tous vos process informatiques qui sont à revoir. C'est des services entiers qui sont transformés dans ce qu'on appelle du pré-cohorting, du cohorting ou du post-cohorting lié au Covid. C'est l'ouverture de dizaines de lits de réanimation supplémentaires. Et dans ces conditions, c'est toute une activité qui s'arrête, qui se transforme. Et au bout de quelques jours, des praticiens qui vont se rendre compte qu'ils ne vont plus pouvoir voir leurs patients, à la fois leurs patients potentiellement Covid, mais aussi les patients qu'ils ont l'habitude de suivre depuis des mois, voire des années. Donc, c'est le réflexe de quelques médecins et pour commencer, 2 chefs de service de gynécologie, puisque, comme vous le savez, je suis DSI du CHR Metz-Thionville, donc il y a 2 grands hôpitaux, un service de gynéco à Metz et un à Thionville. Et ces 2 chefs de service nous disent qu'on ne peut pas laisser tomber les mamans, les femmes enceintes en cette période, il faut absolument qu'on puisse échanger avec elles. À l'époque, il faut quand même se dire que, et vous évoquiez tout à l'heure quelques chiffres, que le GHT Lorraine Nord, ce n'est pas forcément un champion en termes de télémédecine. On fait un petit peu de télémédecine en EHPAD, on fait un tout petit peu de télémédecine en milieu carcéral, mais la notion de téléconsultation à domicile, c'est complètement inconnu pour nous. Et donc, en tant que DSI, et je pense que mon homologue de la Fondation Rothschild aura aussi des réflexes similaires, on essaye de se raccrocher à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est effectivement le partenaire avec lequel on gère tous nos rendez-vous depuis des années, donc Doctolib. Le fait que vous nous avez aidé à permettre à notre SAMU non seulement de renvoyer, de chercher des résultats des rendez-vous chez des médecins de ville, et en plus le fait que vous nous aidez à planifier tous nos tests PCR, parce qu'à ce moment-là, on commence à avoir des afflux massifs de patients pour lesquels il va falloir
de manière très rigoureuse, organiser la gestion des prélèvements. Et donc, on a j'ai envie de dire, ce tissu, ce terreau fertile avec Doctolib qui nous laisse à penser qu'on pourrait faire des choses ensemble. Sauf que vous l'avez justement souligné, au moment où on vous contacte mi-mars, vous n'avez pas d'offre packagée pour le milieu hospitalier et donc on prend un risque. On prend un risque, mais, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de communiquer, la réactivité avec laquelle vous nous avez aidé à mettre en place nos téléconsultations a été pour moi la clé du succès et la clé du redémarrage de l'activité, j'allais dire, en temps de Covid et après le fameux déconfinement du 11 mai, on en reparlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est important à souligner dans tout ça? On reviendra certainement, et vous l'avez dit en introduction, sur la qualité de l'outil, sur les progrès à faire en termes d'interopérabilité avec le SI. Mais moi, ce qui me semble capital, et on a beaucoup entendu dans la presse ces derniers temps que la France, en quelques semaines, avait fait un bond technologique de 5 ans. Ce qui me semble capital, c'est l'accompagnement. Et quand les 2 chefs de service sont venus nous voir en nous disant on veut de la téléconsultation, si je les avais fait attendre 3 semaines avant de pouvoir faire leur première téléconsultation, ça aurait été un vrai problème. Là, en moins de 2 jours, on a non seulement équipé ces 2 médecins, fait en sorte qu'elles puissent démarrer leur téléconsultation, mais on était surtout en capacité d'absorber une deuxième vague, puisque tout s'est fait en bouche à oreille, où non seulement des médecins des spécialités de maternité gynéco-obstétrique se sont équipés, mais progressivement des tas d'autres spécialités très variées, de l'anesthésie à l'hépato-gastro, en passant par la neuro, et on le verra peut-être rapidement après, tout ce qui concerne aussi la psychiatrie, qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement sur tout le GHT 200 personnes ayant un compte Doctolib. Et ça représente déjà près de 1200 téléconsultations réalisées. Donc, je voulais en parler à la fois pour dire qu'effectivement, ça a pu se faire très rapidement. Ça a pu se faire quasiment sans aucun sponsoring externe puisque les demandes venaient des médecins. Il fallait qu'on soit capable de les absorber. Et à Metz, on a une autre particularité, c'est que certes, on est gros en taille, mais on n'a que 25 personnes au service informatique. Et je n'ai pas pu dédier d'équipe à ce sujet très particulier. Donc, je voulais aussi saluer l'investissement des chefs de projet, des consultants et des formateurs Doctolib, parce que je pense que ça a été aussi la clé du succès. Ça a permis d'éviter de saturer les équipes informatiques et puis de répondre favorablement par grappe, parfois de 10, 20, 30 médecins par jour, pour lesquels il fallait créer les comptes, les former, les accompagner, vérifier que les 3 ou 4 premières téléconsultations se passaient bien et qu'ensuite on pouvait libérer les utilisateurs. Donc, vous voyez cette description assez apocalyptique type Indépendance Day, en s'appuyant sur une brique de notre SI, puisque Doctolib en fait partie, et je souligne quand même le fait que Doctolib est déjà interfacé à DX Planning de DXCare pour notre prise de rendez-vous, c'est une bonne augure pour l'avenir, nous a permis progressivement de nous équiper. Alors, je voudrais, s'il me reste 1 ou 2 minutes avant de laisser la parole à mon confrère, revenir quand même sur quelques particularités. Le CHR est très grand et donc les médecins spécialistes ont pu jouer leur rôle d'experts pour tout le GHT, mais on a 2 autres particularités. On a un petit hôpital de 400 lits qui est l'hôpital de Briey, qui se trouve quasiment à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg, dans une zone de désert médical qui avait absolument besoin de maintenir un lien avec ses patients. Donc, une petite vingtaine de médecins sur place utilisent le système. Donc, ça, je dirais que c'est pour garantir un lien social et sanitaire avec des populations en grande fragilité. Et puis surtout, pour moi, ça a été la grande découverte de voir la qualité et l'intérêt de la téléconsultation en psychiatrie, puisqu'on parle souvent des hôpitaux psychiatriques en les voyant comme des espèces de prisons pour personnes ayant des soucis psychologiques. Mais vous avez beaucoup de patients qui viennent uniquement en hôpital de jour, qui sont donc à domicile, et pour qui le confinement a été un moment terrible, sans le lien qui a pu être créé avec les psychologues, les psychiatres et les différents éducateurs et médiateurs de l'hôpital psychiatrique de Jury. Je pense qu'on allait au-devant d'autres problèmes sanitaires n'ayant aucun lien avec le Covid, mais qui auraient pu être dramatiques pour ces personnes. Donc voilà un peu l'idée. Beaucoup de difficultés au départ parce que nos équipes étaient prises sur la réorganisation de l'hôpital. Un appel au secours de nos médecins pour aller vers la téléconsultation. On savait qu'on avait beaucoup d'offres sur le marché. On savait qu'on aurait pu s'orienter aussi vers notre grade. Le grade Pulsi propose une solution de télémédecine. On a fait le choix
dans un souci de cohérence avec notre système d'information et aussi parce qu'on ne savait pas trop comment les choses allaient démarrer, d'aller vers Doctolib et on ne le regrette pas. Alors, vous avez évoqué, Marie, le fait qu'il faudra certainement améliorer les choses en termes d'interopérabilité, probablement pour soulager un petit peu nos secrétariats dans la ressaisie d'informations dans les rendez-vous de téléconsultation. Mais je tiens à préciser que si ça a bien fonctionné aussi, c'est parce que Doctolib a aujourd'hui un rayonnement national qui fait que 90% de nos patients connaissaient les IHM Doctolib, étaient donc rassurés avec l'outil auquel ils étaient confrontés pour la téléconsultation. Et ça, dans l'impact de la culture du changement qui va certainement s'établir durablement, c'était un élément important. Et puis, dernière chose, cette fois, je vous le promets, on a aujourd'hui plus de médecins inscrits que de médecins utilisant réellement la téléconsultation, pour une raison toute bête, c'est qu'un peu comme pour la question des masques, dès qu'on a vu qu'il y en avait de disponibles, beaucoup de médecins ont accouru pour créer un compte, mais beaucoup de médecins croyaient aussi que le 11 mai serait une finalité, ils pourraient reprendre justement leur activité. Or, ils savent qu'ils ne pourront pas le faire, on en parlera plus longuement tout à l'heure. Et donc, on s'attend nous aussi à une deuxième vague, certes une vague pandémique, puisqu'on voit déjà le Covid revenir, mais surtout une nouvelle vague de mise en place de téléconsultation pour permettre à ces médecins, peut-être un peu plus frileux, peut-être un peu plus prudents, de rentrer aussi dans la dynamique de la téléconsultation, qui est, mais je pense que mon collègue en parlera mieux que moi, pas qu'un outil de visio, je tiens à le préciser. La partie programmation est importante parce qu'elle nous permet de flécher et donc de facturer les téléconsultations. En cette période économique difficile pour les hôpitaux, il est important de pouvoir facturer. Et surtout, c'est un outil d'échange de documents avec les patients, fait qu'on a pu envoyer des centaines d'ordonnances à nos patients sans les faire déplacer à l'hôpital. Et ça aussi, c'était une garantie importante. Voilà. Je me tais, Marie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Le sujet est passionnant et on est heureux d'avoir pu passer cette étape importante avec votre aide. Merci beaucoup, Michael. Yannick, vu de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, quel complément apporteriez-vous sur cette partie du cœur de la crise et des réactions que vous avez eues à mettre en place? Bonjour à tous et je vous remercie également pour votre invitation à cette webconférence. Je rejoins mon collègue Michael sur ce constat, même si à la différence de Metz, on a peut-être eu un peu plus le temps de voir arriver la vague. En cas, on a eu un petit peu plus le temps de se préparer. Et ceci pour plusieurs raisons. Notre hôpital, c'est un ESIC qui est hyper spécialisé dans les pathologies de la tête et du cou, on l'a dit. Et initialement, il a été positionné en 3e ligne et donc était censé accueillir les urgences que nous avons l'habitude d'accueillir en dehors des hôpitaux qui étaient en 1e et 2e ligne. Très rapidement, on est passé en 2e ligne, donc en hôpital Covid également, et on a multiplié notre capacitaire de prise en charge des patients Covid. Mais en tout cas, dès le début de la crise, on a directement suivi les directives de notre ARS et on a massivement déprogrammé toutes nos activités programmées, ce qui correspond à un volume énorme à la Fondation, tant au niveau chirurgical que sur les consultations externes. À titre d'information et pour donner un exemple, à la Fondation Rothschild, on accueille à peu près 1000 consultations externes par jour dans nos murs. Et donc ça, en moins de 24 heures, on a massivement annulé tous ces patients-là par un simple SMS message en leur disant qu'on allait les recontacter. Et forcément, ça a été un volume énorme de patients qui ont été laissés un petit peu sur le côté et qu'il a fallu très rapidement des informations et une réponse. Donc nous, les enjeux qu'on a eus très rapidement et qui ont été tout de suite posés par nos équipes médicales ont été des enjeux de continuité de la prise en charge de ces patients dans nos domaines d'hyperspécialisation, ophtalmologie, ORL, neurosciences essentiellement, mais pas que, également en médecine interne, en anesthésie et en imagerie. Et donc, c'est à peu près 80-90% des patients qui ont été
annulée et reportée à une période ultérieure. Et on a observé l'activité prioritaire d'urgence et pour les patients qui présentaient un risque de perte de chance. Et donc, d'emblée, nos spécialistes ont souhaité pouvoir voir ces patients-là physiquement en consultation. Mais on s'est rendu compte que pour un certain nombre de ces patients, ça pouvait présenter également un risque. Et donc, très rapidement, on a envisagé de passer à la téléconsultation. Et ce passage-là a été fait en un temps assez record du coup dans notre établissement. Donc en période de crise, quotidiennement, on accueillait 150 patients en physique pour les patients urgents ou à risque de perte de chance. Mais très rapidement, on avait également 150 à 200 patients qu'on pouvait voir et téléconsulter et voir en téléconsultation. Et ce déploiement, il a été dans l'ensemble de nos spécialités. Alors, on ne partait pas de rien parce qu'on avait déjà initié avec vous, Doctolib, ce travail de déploiement de la téléconsultation, mais c'était vraiment sur un tout petit périmètre qui était celui de l'anesthésie, de la consultation d'anesthésie. Alors, le contexte de crise a permis de déverrouiller pas mal de choses. Michael en a parlé, notamment sur les aspects de facturation, mais pas seulement. On a pu téléconsulter, par exemple, des nouveaux patients, ce qui n'était pas forcément le cas réglementairement auparavant. Et donc, les enjeux, ils ont été très système d'info. Alors, je tire mon chapeau à toutes les équipes de la DSITM ici, Hôpital Fondation Rothschild, qui ont à la fois, avec votre aide, déployé la téléconsultation très rapidement, mais également, Emmanuel l'évoquait, dû déployer le télétravail de manière massive pour l'ensemble de nos professionnels. Et c'est la conjugaison des deux qui a permis de prendre en charge nos patients. L'enjeu pour nous, c'était à la fois de pouvoir maintenir cette activité pour les patients urgents à risque de perte de chance, mais également, et très rapidement, nos praticiens ont utilisé la téléconsultation de cette manière-là, de pouvoir continuer à suivre des patients chroniques ou qui étaient plus fragiles. Et donc, ça a permis de maintenir un lien et une continuité de service pour nos patients chroniques, notamment en neurosciences. Et on a été très surpris de l'engouement qu'il y a eu sur la téléconsultation et surtout à quel point ça a pris très rapidement chez nous. Et donc, ces 150 à 200 téléconsultations par jour ont été une vraie réussite ici chez nous. Super. Merci beaucoup à vous deux pour ces retours d'expérience. Sur cette première partie, il y a quelques questions des participants, notamment pour Michael. Alors, la première question, comment avez-vous adapté les processus back-office liés aux consultations externes, c'est-à-dire la gestion des secrétariats médicaux, la rédaction des comptes rendus, l'envoi aux médecins adresseurs ou traitants? Alors, je vais faire un petit peu le lien avec ce que disait Yannick. Effectivement, la chance qu'on a de savoir que Doctolib a pu nous accompagner sur la téléconsultation, c'est qu'on a concentré nos équipes davantage sur le télétravail. Donc, nous, on avait 160 secrétaires médicales en télétravail. On a adapté leur environnement pour qu'elles puissent continuer à accéder aux dossiers patients, à la dictée numérique et à la reconnaissance vocale et à la production de comptes rendus. On a réussi par ce biais à maintenir tous nos processus d'envoi de comptes rendus aux médecins de ville. Pour être tout à fait franc, on a même rattrapé notre retard, puisque les hôpitaux publics ont souvent du retard de production de comptes rendus. Et ça nous a permis de nous remettre à niveau. Et à la veille de redémarrer, on en parlera tout à l'heure, les consultations classiques, c'est de bon augure. Là où c'est intéressant, si on fait le lien avec le sujet de la téléconsultation, c'est que la secrétaire médicale a un rôle crucial dans la planification et dans l'accompagnement du patient. C'est-à-dire que lors de la première téléconsultation, c'est quand même elle qui va passer un petit coup de fil au patient pour vérifier qu'il a bien toutes les informations sur son smartphone. On en a peu parlé, on parle beaucoup de télémédecine sur
sur un ordinateur, mais ça peut se faire sur smartphone ou sur tablette avec les outils Doctolib. Et donc, la secrétaire médicale a vu son métier légèrement changer. Tout le temps qu'elle passait avant à accueillir le patient dans le service de consultation, a été converti en un temps d'accompagnement des patients pour être sûr qu'au moment où le médecin se connecte, tout est prêt côté patient pour pouvoir faire cette téléconsultation. Et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, la secrétaire est garante de la cotation CCAM des actes de téléconsultation effectués. Et donc, effectivement, l'outil Doctolib, avec les possibilités d'extraction et de statistiques, nous permettent aussi de vérifier qu'on a bien l'exhaustivité des actes réalisés. Au niveau de Rothschild, d'après ce qu'expliquait Yannick, on est ciblé sur un certain nombre d'actes. Pour nous, au niveau de la direction de la facturation, il faut être sûr qu'on n'oublie rien. Et donc, les outils statistiques de Doctolib ont été très pratiques à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu. Je fais un petit lien, puisqu'on parlait quand même du backup par rapport à la médecine de ville. Il y a un élément que peut-être les gens connaissent encore peu. On parle beaucoup des CPTS. Un des acteurs majeurs, j'ai envie de dire, de la reprise de l'activité en ce moment, ce qu'on appelle les SAS, qui sont des espèces d'organisations mi-publiques, mi-libérales, où on retrouve justement des acteurs du monde libéral. Et c'est vrai que les outils Doctolib ont grandement facilité la communication entre ces acteurs. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup, Mickaël. Une deuxième question pour vous. Globalement, nous connaissons des hacks pendant cette période. Comment gérez-vous la sécurité et confidentialité des données de votre établissement ? Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. Alors, je voudrais tout d'abord préciser qu'une des raisons pour lesquelles on a choisi aussi Doctolib, c'est que les équipements de télémédecine sont hébergés chez un hébergeur HDS, un agrément hébergeur de données de santé. Donc ça, pour nous, c'était capital. On a vu beaucoup de solutions de télémédecine fleurir ces derniers temps. Et il fallait absolument qu'on respecte cela. Il faut que vous sachiez qu'effectivement, pour nous, ça a été la double peine parce que malheureusement, les hackers ont profité du climat apocalyptique que je décrivais tout à l'heure pour multiplier les attaques. Il ne s'est pas passé un vendredi après-midi depuis le début de la crise où nous n'avons pas été attaqués de l'extérieur, alors sous forme de simples spams ou des attaques beaucoup plus violentes sur nos différents portails. Et c'est évidemment là aussi pour nous très compliqué d'imaginer d'ouvrir notre système d'information en télétravail à des centaines d'acteurs, sachant qu'en fait, en même temps, et aussi pour des raisons liées à nos stocks et à l'approvisionnement qui s'était complètement arrêté dans notre région, où on a dû faire en sorte de mettre en place des espèces de connexions hyper sécurisées passant par des VPN pour éviter que des infections virales ne passent depuis les postes des secrétaires médicales et tous les autres acteurs administratifs ou médico-techniques qui travaillaient depuis chez eux. Donc la question est très pertinente, c'est une réalité. Je pense qu'on a vu multiplier par 3 ou 4 le nombre d'attaques. Comme beaucoup de gros établissements, on est accompagné par une société de cyberdéfense. Donc on a pu anticiper certaines attaques. Il y a eu notamment très récemment une vague qui nous est arrivée de la Russie et qui a quasiment touché presque tous les CHU de l'Est. C'est vrai que c'est très compliqué. Donc, raison de plus d'insister sur l'idée d'avoir des outils sécurisés parce que, à mon sens, depuis le début de l'utilisation de Doctolib en télémédecine, on n'a pas eu à souffrir de problèmes de ce type, en tout cas pas dans notre GHT. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au thème 2. Je redonne donc la parole à Maric pour aborder la période actuelle et la reprise progressive des consultations. Merci Judith. C'est vrai que alors que les consultations avaient fortement chuté dès les premiers jours du confinement, on sent une reprise progressive depuis fin avril, début mai. Les recommandations des autorités de santé nationale invitent évidemment à reprendre ces consultations externes avec un certain nombre de précautions. Les maîtres mots ici, c'est éviter toute perte de chance en voyant, hospitalisant ou opérant les patients qui en ont plus besoin. C'est mettre en place toutes les mesures qui garantissent la sécurité sanitaire des patients et des professionnels de santé. À titre d'exemple, moins de passages au bureau des entrées, moins de consultants dans les mêmes salles d'attente, des consultations d'horaires décalés. C'est aussi limiter l'activité pour être en mesure d'absorber rapidement un redémarrage soudain de l'épidémie, vous l'avez évoqué. Tout à ce sujet, j'y reviendrai, mais nous avons établi une checklist qui reprend l'ensemble des actions à réaliser
pour reprendre ces consultations externes et vous pourrez la voir juste après ce webinaire. Finalement, ce qu'on constate, c'est que depuis fin avril, début mai, les hôpitaux partenaires de Doctolib ont augmenté de plus 35% leur volume de consultation par rapport à ce qu'il était au cœur de la crise. Et dans le même temps, ils ont maintenu le volume de consultation vidéo en multipliant les témoignages indiquant qu'ils souhaitaient continuer cette pratique pour certains motifs, certaines spécialités, et plutôt des spécialités médicales. Je pense à la gynécologie, la psychiatrie, la neurologie, la médecine interne et bien d'autres. Et même certains des plus réfractaires ont semblé avoir été convaincus. Ils ont aussi, ces hôpitaux, appelé les patients à prendre rendez-vous de nouveau, parfois aussi en reprenant rendez-vous en ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des créneaux de consultation, il est passé de 30 à 45%. On est loin des 65% habituels qu'on retrouvera peut-être en septembre ou en décembre, ça c'est vous, hospitaliers, qui nous le direz, mais on sent cette remontée depuis quelques jours. Alors pour évoquer ces semaines de reprise partielle, je vous propose de nous retourner de nouveau vers nos intervenants, en commençant par vous, Yannick. Comment vous y prenez-vous aujourd'hui pour reprendre concrètement les consultations externes dans votre établissement? Et quand je dis concrètement, c'est comment avez-vous priorisé les rendez-vous? Comment les avez-vous replanifiés? Comment avez-vous organisé les espaces d'accueil? Utilisez-vous encore la consultation vidéo et plein d'autres points sur lesquels vous pourrez nous éclairer? Oui, alors effectivement, je partage le constat de la diapositive que vous avez présentée juste avant. Alors nous, on a essayé d'anticiper au maximum également cette reprise d'activité, tout en étant un petit peu toujours en suspens par rapport aux directives nationales et à une véritable date de déconfinement qui a eu lieu à partir depuis lundi. Mais on avait quand même commencé à anticiper l'organisation de cette reprise. Notamment, j'ai piloté des groupes de travail avec l'ensemble de nos services hospitaliers dans toutes les disciplines pour essayer d'établir une stratégie de reprise de cette activité. Ce qu'il faut savoir, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais ce sont des milliers de rendez-vous qui ont été annulés pendant cette période, pendant les 2 mois. Et pendant les 2 mois, les services, c'est-à-dire médecins et secrétariat de chaque service, avaient déjà commencé à trier l'ensemble des patients qui ont été suspendus tout simplement et qui sont en attente d'avoir un nouveau rendez-vous et de hiérarchiser ces patients pour prendre en charge en priorité les plus urgents et essayer d'anticiper une reprise progressive des consultations. Donc, on a à la fois travaillé sur cette stratégie de reprogrammation et à la fois sur des sujets très organisationnels. Donc, par exemple, on a fait le recensement de toutes nos places assises dans nos salles d'attente et puis on a commencé à supprimer et à matérialiser la suppression d'un certain nombre de places assises dans les salles d'attente. De là, on a pu, par rapport à chacune de ces salles d'attente et à chaque spécialité, établir une volumétrie maximum de patients que nous pourrons accueillir dans ces zones de consultation par discipline. Et ensuite, on a travaillé sur le reparamétrage de nos outils de programmation et au calibrage de ces outils de programmation. Et dans la dernière semaine avant reprise d'activité, l'ensemble des services et des secrétariats ont donc commencé à reprogrammer l'ensemble des patients par ordre de priorité. Mais ce qui est nouveau, c'est que dans les discussions qu'on a eues avec chacun de ces services dans ces groupes de travail, d'emblée, l'outil téléconsultation a été identifié comme un outil stratégique de relance et de reprise de l'activité. Si je vous donne un exemple, par exemple sur l'ophtalmologie, chez nous qui représente 50% de notre volume d'activité et qui d'emblée n'était pas forcément une spécialité pour laquelle la téléconsultation était privilégiée ou même penser qu'un outil possible. C'est une spécialité où les patients ont des durées de séjour pour leur venue externe qui sont assez longues parce que les patients viennent pour une consultation, mais risquent aussi un certain nombre d'examens complémentaires et tout ça fait que le patient reste plusieurs heures chez nous. On a depuis longtemps dans ma direction beaucoup travaillé sur les flux des patients et sur l'organisation de ces parcours patients en ophtalmologie qui sont nombreux. Mais là, du coup, ça nous a permis d'entériner
un principe qui est celui du découplage des venues des patients entre le plateau technique et les examens complémentaires et les consultations. Et d'emblée, l'ensemble de nos services d'ophtalmologie, qui sont au nombre de 6 dans notre établissement, ont décidé d'utiliser l'outil de la téléconsultation comme un outil stratégique de relance. Donc, le patient peut être vu en téléconsultation en première intention, puis envoyé dans un second temps sur le plateau technique pour réaliser ses examens et vu dans un troisième temps en consultation, en téléconsultation. Et donc, dans l'ensemble de nos disciplines, neurologie, neuroradio-interventionnelle, anesthésie, neurochirurgie, ophtalmologie, ORL, on a décidé d'utiliser cette téléconsultation comme un outil pour pouvoir réguler nos volumes de patients sur nos plateaux techniques et permettre de maintenir les distanciations sociales et toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui pour accueillir nos patients dans nos murs, qui nous empêchent de revenir à des volumétries que nous connaissions avant à l'hôpital. Ça nous permet aussi de répondre justement à cette continuité des soins et de pouvoir répondre aux patients les plus fragiles ou aux patients chroniques qui étaient en attente et qui attendaient impatiemment de pouvoir voir leur médecin spécialiste. Ça nous a permis aussi de leur apporter une réponse. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, on a pu redémarrer l'ensemble de nos blocs opératoires comme on l'avait avant. Donc, du coup, c'est 6 salles qui ont redémarré sur 16 au total, et ce qui fait qu'on a un certain nombre de médecins qui sont, entre guillemets, plus disponibles. Leur planning est beaucoup moins chargé qu'avant, et donc ils ont pu transformer certaines vacations chirurgicales en vacations de téléconsultation, et tout ça avec pour but et pour objectif de rattraper cette activité qui a été suspendue pendant les 2 mois de crise Covid. Donc là, aujourd'hui, on est effectivement, comme vous le disiez, Maric, on a là où on voyait 150 à 200 patients en téléconsultation et à peu près autant en consultation physique, depuis lundi, on est repassé à 500 ou 600 consultations par jour, mais la part de téléconsultation a également augmenté. Donc, on a repris l'activité à la fois en physique, mais également on a augmenté notre activité de téléconsultation, et donc ça fait partie intégrante de nos stratégies de reprise d'activité et de relance de l'activité dans notre hôpital. Merci beaucoup Yannick pour ce point détaillé. De votre côté, Michael, est-ce que l'approche est similaire au CHR de Metz ou est-ce qu'on a des particularités ? Elle est très différente, c'est-à-dire moi je suis très admiratif de la structuration et de la rigueur dont a fait preuve la Fondation Rothschild pour repartir et quelque part capitaliser sur cette expérience. Nous aujourd'hui, on a des consignes assez claires de notre ARS sur le fait qu'étant donné notre niveau de contamination, on doit non seulement ne pas reprogrammer d'hospitalisation et d'opération, mais surtout limiter à l'urgence vitale. Donc, l'urgence vitale Covid, bien évidemment, et surtout des urgences vitales sur des gens qui ne se sont pas suffisamment soignés ces derniers mois. Donc, on reprend les consultations, notamment peut-être dans des secteurs qui ne se sont pas véritablement arrêtés. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tout ce qui concerne l'oncologie ne pouvait pas être arrêté pendant la crise. Donc, les patients devaient continuer à venir en radiothérapie, en chimiothérapie. Alors, on n'est plus sur de la séance, mais vous savez l'importance des consultations dans le domaine de l'oncologie. Donc, certaines ont eu lieu en téléconsultation, bien évidemment, mais d'autres, un petit peu comme l'expliquait Yannick, nécessitaient un présentiel. Donc, aujourd'hui, voilà, on est toujours dans cette logique d'urgence vitale et on ne peut pas dire qu'on ait repris des taux de consultation aussi impressionnants que ce qu'on peut voir sur la Fondation Rothschild. Il faut que vous imaginiez un petit peu notre quotidien. Toutes les entrées de nos hôpitaux sont équipées de SAS, avec des personnels équipés de masques, qui font des prises de température, qui prennent aussi en compte des questionnaires qu'on doit faire renseigner aux patients. Donc, j'en profite aussi pour faire un petit point à ce moment-là sur l'impact pour nous de Doctolib. C'est qu'on a profité de la plateforme Doctolib et du fait que Doctolib connaissait tous nos patients depuis pas mal de temps pour leur transmettre par mail et par SMS des consignes par rapport à leur venue, le fait de venir masquer, le fait d'avoir rempli le questionnaire avant d'entrer dans l'hôpital, sinon ça embolisait les entrées de l'établissement. Et puis le fait qu'en fonction des réponses
données au questionnaire et aussi aux prises de température, il pourrait peut-être venir pour une spécialité, mais se retrouver rapidement dans un service de pré-cohorting, puisque comme vous le savez, depuis le 11 mai, on est dans une logique d'accélération des tests des patients, tout patient étant suspect et aussitôt testé, et derrière, il y a toute la plateforme avec CIDEP sur le cybercontact. Donc voilà, nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Je pense qu'il va falloir du temps. Hier, on était dans une réunion de suivi de projet avec les équipes Doctolib, justement, en essayant de savoir quand est-ce qu'on allait rouvrir toutes nos téléconsultations. Certains médecins parlaient du mois de septembre, hein, donc vous voyez, on se projette assez loin. En revanche, on a une particularité qui peut paraître peut-être un peu triviale, voire un peu décalée, mais c'est la réalité aujourd'hui du système de santé. C'est que nous sommes dans un bassin de santé très concurrentiel et que si nous ne sommes plus en capacité de proposer des consultations ou des téléconsultations à nos patients, ils vont forcément s'orienter vers le secteur privé, le secteur libéral. Donc, c'est tout notre enjeu aujourd'hui et l'importance justement d'aller encore plus loin dans la téléconsultation, de pouvoir moduler, et ça c'est aussi une des forces de la plateforme Doctolib, de réactiver certaines prises de rendez-vous sur certains secteurs et pas les autres, tout en garantissant la venue de nos patients avec les consignes adaptées pour leur sécurité. Voilà un peu l'idée globalement. On est donc pour le coup un peu en retard par rapport à Yannick et ses équipes, mais on est en même temps très heureux d'avoir eu ce retour d'expérience puisqu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger avant cette présentation pour comprendre justement ces logiques finalement très pragmatiques, hein, mais de taille de salle d'attente, de capacité d'accueil pour respecter justement les distances réglementaires. Très bien, merci beaucoup à vous deux. On a eu quelques questions. Alors, quelles règles anticiper concernant la visite médicale face à face en milieu hospitalier? Je peux peut-être répondre, Yannick, enfin, vous aurez certainement aussi des avis, mais j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Effectivement, le port du masque est désormais obligatoire pour tout le monde. Hein. Là, je ne le porte pas parce que je suis dans mon bureau, mais dès qu'on quitte son bureau, on a un masque. Et donc, c'est le cas aussi pour les patients. Les fameux questionnaires et différentes consignes, justement, de nettoyage des mains et de gestes barrières. Alors, vous allez me dire, c'est tout ce qu'on voit à la télé, mais il y a un véritable décalage entre le terrain et ce qu'on nous martèle chaque jour. Donc l'importance justement, dans le cadre de la préparation de sa venue, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert, on savait l'importance des sites Internet pour préparer les patients à venir à l'hôpital. On s'est rendu compte à quel point aussi le canal Doctolib était important parce que les gens prennent très au sérieux les fameuses consignes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà un peu pour nos consignes de survie en milieu hospitalier. Je ne sais pas si Yannick veut compléter mes propos. Oui, juste une petite précision, parce que j'ai peut-être pas été complètement clair, mais effectivement, nous aussi également à la Fondation, on continue, on a une reprise d'activité qui suit complètement les recommandations de l'ARS et donc on recommence à prendre en charge nos patients, notamment en hospitalisation en chirurgie, uniquement pour le niveau 1 et 2, c'est-à-dire patients urgents ou à risque de perte de chance. On n'a pas repris notre activité de niveau 3 et 4, c'est-à-dire par exemple les cataractes ou les choses comme ça. On est toujours en attente du feu vert de nos tutelles pour ces actes-là. Pour autant, dans tous les patients, et c'était parfois un choix, pas un choix, mais un triage un peu cornélien pour les spécialistes, tout ce triage qui a été fait en amont pour identifier sur la base d'un dossier patient informatisé quels étaient les patients les plus urgents ou les plus à perte de chance, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué ou parfois délicat. Et donc, l'idée ici, dans notre de l'activité externe et des consultations, c'est toujours de prioriser, de voir en priorité les patients urgents ou à risque de perte de chance, mais aussi d'apporter une réponse à tous ces patients qui sont en attente d'être repris en charge. Ça va se faire progressivement, mais on a essayé de l'anticiper pour l'étaler sur les mois à venir. Pour les conditions d'accueil patient, c'est exactement ce que Michael a pu citer, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux questionnaire pour essayer de pré-trier les patients qui vont pouvoir venir à l'hôpital ou pas, d'essayer d'éviter de faire venir des patients qui seraient à risque ou symptomatiques
d'avoir des circuits spécifiques pour des patients symptomatiques ou Covid confirmés, mais qu'il faut absolument prendre en charge. Et puis également, on délivre un masque à tous nos patients à l'entrée. Il y a un filtrage à l'entrée, solution hydroalcoolique, distanciation sociale. Tout ce que Mickaël a pu citer, on le met en place en lien avec notre équipe opérationnelle d'hygiène et les différents services pour assurer la meilleure sécurité de prise en charge de nos patients. Ok. Une toute dernière question. On est un peu serré au niveau du timing. C'est une question pour Yannick. Après, on passe au thème 3. Avec ces changements, donc l'utilisation de la téléconsultation de manière stratégique, le codage des actes est-il différent? Et quels sont les impacts financiers? L'impact financier peut-il être optimisé, par exemple, avec la croissance des volumes? Alors, le codage des actes, Mickaël l'a évoqué, c'est important que je précise, mais qu'on a commencé à travailler avec Doctolib sur la téléconsultation. C'était un projet qui était porté, alors nous, on venait, direction qualité et performance, on venait apporter on va dire un apport fonctionnel sur les organisations, mais c'est vraiment piloté par la DSITM et par le service facturation. Et donc, il y avait déjà intégré dans le concept de la téléconsultation ces enjeux de facturation, de codage. Et donc, là, aujourd'hui, un peu comme ce qui peut se faire à Metz, le fait que les secrétaires aient un contact avec le patient au préalable de la téléconsultation permet déjà, dans notre gamme, dans notre gestion administrative de patients, d'anticiper toutes les démarches d'accueil, d'enregistrement et de facturation. Donc après, moi, je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est sûr, c'est que toutes nos téléconsultations sont facturées. Ensuite, nous sommes plus dans des… Alors, pour cette année, en tout cas, nous ne sommes pas dans… on va passer au budget global. Du coup, on n'est plus du tout dans une stratégie de rattrapage de l'activité perdue ou de compensation de ce qu'on a pu perdre comme activité. Là, l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins de santé publique de nos patients, de répondre à leurs besoins et de maintenir aussi, Mickaël l'évoquait, nos adressages, nos circuits d'adressage, nos partenariats. Voilà, on n'envisage pas la téléconsultation comme un moyen d'augmenter la volumétrie, en tout cas pour l'instant, pour l'année 2020. On verra après, ça pourra faire partie de nos stratégies de développement en termes de volumétrie et de financement. Ok. Merci beaucoup, Yannick. Je redonne la parole à Maric pour le troisième thème, évoquer la façon dont Doctolib peut vous accompagner. Merci. Écoutez, effectivement, avant la fin du confinement, la priorité des experts hôpitaux de Doctolib, ça a été d'identifier vos besoins pour relancer l'activité de façon maîtrisée. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut mettre à votre disposition, dès maintenant, si vous nous le demandez, plusieurs éléments. Le premier, c'est une checklist opérationnelle qui récapitule les bonnes pratiques pour relancer les consultations, les décisions clés à prendre, la réorganisation des espaces d'accueil, la refonte des plannings. Tout est passé en revue dans une quarantaine d'items et nous l'enrichirons évidemment avec vos retours. La deuxième chose, c'est disponible aussi dès aujourd'hui pour chacun de nos hôpitaux partenaires pour lesquels on reçoit l'intégralité des rendez-vous. C'est des rapports personnalisés qui vous permettent de faire le bilan de l'activité réalisée et annulée pendant la crise, la place de la consultation vidéo à ce moment-là et effectivement l'offre qui est en ligne aujourd'hui et comment vous avez géré l'ensemble de ces points, ainsi que des listes de travail très précises pour vos secrétaires ou pour les utilisateurs référents. Et puis, c'est aussi un appui ciblé à ces utilisateurs référents, ceux qui paramètrent Doctolib, qui sont le lien au quotidien, avec des webinaires opérationnels à venir. Ils seront invités sur comment on reparamètre et des pas à pas qui complètent la FAQ traditionnelle en plus de l'appui habituel. Ça, c'est basé sur effectivement notre écoute. On a entendu, et on peut passer en slide suivante, Judith. Nos échanges nous ont permis de voir comment exploiter au mieux le potentiel actuel de nos produits et de les améliorer pour répondre à vos besoins principaux, que ce soit en termes de reparamétrage dans l'agenda, espacer les consultations,
adapter les vacations, installer la consultation vidéo, que ce soit aussi en termes de reprogrammation, tous ces rendez-vous annulés à reprogrammer, les informations envoyées aux patients, et puis la transformation de rendez-vous physiques en rendez-vous consultation vidéo, et enfin en termes d'information, notamment pour annoncer les gestes barrières ou les mesures mises en œuvre, inviter le patient, lorsque c'est possible, à prendre parfois rendez-vous lui-même, et puis enfin identifier les patients symptomatiques ou Covid déclarés. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments en détail, mais zoomer sur quelques-uns d'entre eux, à commencer finalement par la consultation vidéo. La consultation vidéo, elle fait partie de ces nouveaux besoins évoqués. Chez Doctolib, elle a été, donc, on le disait, parfaitement adaptée aux hôpitaux et elle continue d'être largement utilisée dans cette phase de reprise maîtrisée de l'activité. Elle vous permet de suivre les patients en sécurité, pas de déplacement, pas de contamination, de vous organiser au mieux. Selon les évolutions de la réglementation, c'est le moyen aussi d'envisager de premières consultations, de débrouillage pour les patients. Puis elle vous permet de limiter les dépenses pour le système de santé et de répondre aux aspirations de patients de tous âges. On a vu des patients de tous âges prendre ce point-là. Voyons le fonctionnement rapide en vidéo. Sur son agenda, le praticien est informé de l'arrivée du patient en salle d'attente virtuelle et peut le prévenir d'un retard éventuellement. Dès que ceci est fait et qu'il est disponible, il va pouvoir lancer la consultation vidéo, comme c'est en train d'arriver. Il voit son patient à l'écran. Il peut en même temps, et on le verra, naviguer sur ces autres écrans en fonction du mode d'affichage qu'il choisit pour toujours garder le patient visible. Et puis, et on va le voir juste après, en fin de consultation, ce praticien qui aura gardé contact avec le patient pourra éditer une ordonnance ou tout autre document utile et le signer électroniquement avant de pouvoir l'envoyer de manière sécurisée à son patient. Si besoin, à ce moment-là, il peut aussi procéder à la facturation. C'est rarement le cas à l'hôpital. On a souvent désactivé la fonctionnalité pour vous, mais c'est une possibilité. Voilà comment ça fonctionne rapidement et comment ça continuera de fonctionner à l'hôpital. Vous nous avez aussi exprimé le besoin de revoir largement les créneaux de consultation. C'est la page juste avant, il me semble. Merci beaucoup, Judith. Doctolib permet à chaque utilisateur bénéficiant des droits appropriés, en quelques clics, d'adapter les vacations, notamment pour créer des plages dédiées à certains motifs de rendez-vous. Par exemple, consultation de suivi uniquement, consultation vidéo uniquement, patient Covid uniquement. Voyons cela en vidéo. Là, je vais pouvoir modifier un créneau de rendez-vous, en créer un nouveau, récurrent, auquel j'associerai des motifs. Ici, on choisit le motif Covid. Et je pourrais ensuite l'identifier facilement dans mon agenda avec une couleur, un intitulé que je retrouvais aisément. Les modifications sont immédiates et elles sont appliquées à la fois sur l'ordinateur pour les secrétaires, mais aussi sur le smartphone des praticiens qui sont contents de retrouver aujourd'hui des plannings parfaitement à jour sur leur smartphone. Ça vous permet aussi de faciliter la prise de rendez-vous derrière, c'est l'objet de la slide suivante. Puisque vous associez un créneau à un ou plusieurs motifs de rendez-vous, alors chaque rendez-vous posé sera pris de façon privilégiée sur les premiers créneaux disponibles pour ces rendez-vous-là, sans que chaque secrétaire ait besoin de connaître par cœur toutes les subtilités de planning qui sont évolutifs. Là, elles n'auront qu'à se fier à la fonctionnalité. Voyons cela en vidéo. Je choisis le motif de rendez-vous que je veux poser. Le moteur de recherche intelligent identifie automatiquement les premiers créneaux disponibles en vert. Je clique, je complète les identités, informations clés pour le patient. Je confirme, le rendez-vous est réservé et le patient est automatiquement notifié et peut accéder à toutes les informations utiles depuis les SMS et emails de convocation. Et je terminerai sur ce point-là. Le point de la communication, Doctolib vous permet d'identifier par une information dédiée si le patient est Covid+ ou symptomatique ou à risque. L'information est disponible que le rendez-vous ait été posé par la secrétaire ou en ligne. Et ça nous permettra d'ailleurs de cibler les rappels pour les patients pour qui on n'aurait pas l'information à J-1 du rendez-vous. La secrétaire pourra se dire, il faut peut-être que j'en profite pour revérifier. Et puis Doctolib vous accompagne dans la diffusion des messages relatifs à la sécurité des patients et des professionnels. Chaque confirmation de rendez-vous est associée à des informations génériques sur les gestes barrières, celles qu'ont évoqué Mickaël et Yannick, le fait de porter un masque, de passer le moins de temps possible en salle d'attente, de respecter les distances de sécurité. Et bien sûr, en tant que
partenaires, vous pourrez ajouter des consignes et des informations plus précises dans les convocations. Voici ce que je tenais à vous présenter de manière très rapide. Évidemment, tous les Doctolibers avec qui vous travaillez habituellement pourront compléter lors d'échanges ciblés après ce webinaire. Merci beaucoup, Marik. Il nous reste très peu de temps, mais je te propose de répondre à au moins une ou deux questions. Alors, la première question, combien de temps prend l'installation de la téléconsultation pour un établissement et quels sont les prérequis? On a répondu partiellement à ce point-là. Aujourd'hui, avec la méthode telle qu'on l'a déroulée, avec l'outil tel qu'il est disponible, et à partir du moment où l'établissement partenaire a confirmé son intention, on est capable de déployer les premiers agendas en 2 jours. Tout ça en travaillant parfaitement à distance. On vérifie avec l'établissement quelques éléments prérequis techniques en amont. On s'assure d'avoir un partenaire bien identifié dans l'établissement pour faire le relais opérationnel et on assure l'ensemble du paramétrage des éléments de formation à distance, qu'ils soient en face à face avec le praticien ou par des éléments génériques type de la vidéo formation, des choses comme ça. Donc 2 jours aujourd'hui pour mettre en place la vidéoconsultation. Parfait. Comment l'hôpital organise et sécurise le déconfinement progressif pour la sécurité de tous? Peut-être qu'on peut… Peut-être une question plus Yannick, pour les hospitaliers. On y a déjà un petit peu répondu en vous expliquant qu'on essaye de limiter autant que possible les patients, les venues des patients aux problématiques, on va dire, urgences. On parle d'urgence vitale, mais il y a des urgences, des fois, qui sont, j'ai envie de dire, l'estimation d'un spécialiste sur le fait de faire venir le patient avant que son état ne se détériore davantage, sur de la diabétologie ou des pathologies, d'autres pathologies chroniques. Donc, c'est un peu un mélange de tout ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est pas open bar, c'est pas la relance de toutes les consultations ni de toutes les spécialités. C'est des SAS, c'est des protections, c'est des consignes. C'est vrai que dans les quelques présentations là, de Marik sur les préconisations qui sont faites au niveau de l'outil, c'est ça qui nous aide progressivement à sensibiliser les patients. Les professionnels le sont déjà sensibilisés, il n'y a pas de problème avec ça. C'est surtout de faire en sorte qu'ils viennent dans les meilleures conditions, mais qu'en même temps, ils ne prennent pas peur de l'hôpital, parce que le risque, c'est qu'ils n'y viennent plus jamais. On évoque parfois l'avenir. Quel avenir vous donnez à la téléconsultation? Il est certain qu'on va s'en servir comme d'un levier d'augmentation de notre activité. Il est certain aussi que dans certaines pathologies, je vais prendre par exemple l'allergologie, on est un des rares centres à avoir des allergologues dans notre territoire de santé. Les patients viennent de centaines de kilomètres de distance pour nous voir. Et parfois, simplement, une téléconsultation de quelques minutes peut suffire. Ça, on ne le faisait pas avant. On sait maintenant qu'on continuera à le faire et on pourra, au même titre que le télétravail, que les WebEx, etc., invoquer des gains de coûts, des gains de temps et puis un comportement éco-responsable puisqu'on limitera les déplacements. Très bien, merci beaucoup, Mickaël. Et une dernière question très rapidement pour Marie. Comment assurez-vous le déploiement de vos solutions pendant cette période? Oui, au-delà de la vidéoconsultation, on continue d'installer la solution d'agenda et de prise de rendez-vous en ligne Doctolib. On le fait comme tout le monde et comme vous évoquez, c'est-à-dire à distance, confiné encore chez nous. Et donc, on a dû revoir complètement nos méthodologies de travail pour travailler de façon hyper partenariale avec les établissements. C'est l'occasion pour nous de repenser nos méthodes de déploiement, de renforcer nos outils pour recueillir les informations essentielles au paramétrage initial de Doctolib, pour améliorer les dispositifs de formation et donc d'engagement des utilisateurs sur Doctolib. Donc, on continue de le faire à distance avec une méthodologie qui est renouvelée et en étant désormais 100% disponible pour reprendre les déploiements. C'est aussi une des fiertés et d'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble des équipes de déploiement pour ça parce qu'il y a un boulot incroyable qui est fait pour que nous aussi, on soit prêts à repartir et accompagner les hôpitaux. 50% des projets qu'on avait mis en pause pendant le Covid sont d'ores et déjà en train de repartir et c'est grâce à la mobilisation des hôpitaux et aux nouvelles méthodologies qu'on peut leur proposer.
Un grand merci, Maric, pour ces réponses. Avec 2 minutes de retard, je donc passe à la conclusion. Merci beaucoup à nos 2 intervenants. Merci à Mickaël Debloc et Yannick Lebert de nous avoir accompagnés pour ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile et que vous repartez avec des bonnes pratiques et des idées pour préparer au mieux votre reprise d'activité. Avant de nous quitter, je vous donne plusieurs rendez-vous. Pour bénéficier des outils et de l'accompagnement Doctolib en cette période, contactez votre interlocuteur Doctolib habituel ou Maric Philibert à l'adresse qui s'affiche, maric.philibert@doctolib.com. Et sur un projet à venir, n'hésitez pas à contacter Maxime Loden à l'adresse qui est affichée aussi sur la diapositive, maxime.loden@doctolib.com. N'hésitez pas à prendre le temps de répondre au questionnaire de satisfaction qui s'ouvrira automatiquement quand vous quitterez ce webinaire. Cela nous permettra de continuer à les faire évoluer grâce à vos retours. De la part de toute l'équipe Doctolib, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon courage. Merci beaucoup.